Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Vraiment, c'est fascinant de voir la diversité de la recherche en psychologie positive. Je vais commencer par une question négative. Qui n'est pas fasciné par la relation corps-esprit dans la salle? Ou du moins curieux un petit peu. Est-ce qu'il y en a? Non? Tant mieux. Moi aussi, évidemment, je suis fascinée par cette relation-là. J'ai commencé mes études en psychologie clinique à l'Université Laval et dès le baccalauréat, je me suis intéressée à comment les gens s'adaptent au cancer sur le plan psychologique. Donc, fait des recherches à voir jusqu'à quel point l'anxiété, la dépression, les difficultés de sommeil pouvaient changer dans le temps. Puis, dans le contexte de mon postdoctorat, j'ai décidé de regarder l'autre côté de la médaille finalement, jusqu'à quel point les facteurs psychologiques pouvaient être associés à l'incidence de maladies physiques, qui, je crois, fascinent beaucoup de gens aussi. On en lit dans la recherche, on en lit un peu plus dans la psychopop, comme on dit. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui, avec un focus évidemment sur le bien-être psychologique. Donc, j'ai quelques projets de recherche qui s'intéressent à cette question-là dans le cadre de mon travail pour le Centre de Health and Happiness, que vous avez peut-être entendu parler, qui a ouvert il y a 1 an à peine à Harvard. Donc, faut-il que ça soit en ligne avec quelque chose? Je peux utiliser ça aussi. OK, on va y aller avec ça. Donc, la recherche et les émotions, ça fascine les chercheurs et les êtres humains en général depuis plusieurs années, mais la vaste majorité des études a été effectuée avec les émotions négatives. Donc, jusqu'à maintenant, la littérature met surtout l'accent sur jusqu'à quel point l'anxiété, le stress post-traumatique, les symptômes dépressifs ou encore la colère soient conceptualisés comme des symptômes sous-cliniques ou encore des diagnostics psychiatriques, ça peut influencer la santé physique et la survie. Puis, ce que la littérature nous indique, c'est qu'effectivement, il y a un lien entre plus de détresse psychologique puis un plus haut risque de développer des maladies chroniques et d'avoir une mortalité précoce. Et les résultats de recherche, je vous avoue, sont plus consistants ou plus solides quand on regarde pour les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'hypertension. Il y a certaines études qui vont montrer également une association avec le cancer, développement de cancer, détérioration cognitive et les risques de démence. Ce champ de recherche-là s'est également intéressé à des mécanismes. Donc, jusqu'à quel point avoir des niveaux de détresse psychologique plus élevés, ça peut être associé à la biologie, par exemple. Donc, on trouve des liens avec des niveaux plus élevés d'inflammation. Puis, jusqu'à quel point c'est associé aussi avec des mécanismes comportementaux. Donc, les gens qui ressentent plus de détresse psychologique, en général, vont, par exemple, avoir un plus faible niveau d'activité physique. Vous ne serez pas surpris de savoir que ces mécanismes comportementaux et biologiques-là sont fortement associés au développement des maladies physiques. Donc, c'est pourquoi les chercheurs, en général, émettent l'hypothèse et vont même tester sur le plan statistique jusqu'à quel point ces mécanismes-là sont des médiateurs et viennent expliquer comment le fonctionnement psychologique ou la détresse psychologique est associé au développement de maladies physiques et à une longévité qui est écourtée. Qu'en est-il des émotions positives? Est-ce que la détresse psychologique et le bien-être psychologique, c'est tout simplement deux côtés d'une même médaille? Je pense qu'à la fin de cette journée-ci, on a eu des gens qui nous l'ont dit avant que ce n'était pas le cas, donc je n'ai pas besoin de vous convaincre, je crois, à ce stade-ci. Mais c'est peut-être ce qu'on a pensé au début, hein, que c'est simplement l'un l'inverse de l'autre. Ce qu'on se rend compte, c'est que le bien-être psychologique, en fait, c'est plus que la simple absence de la détresse psychologique. Donc, une distinction importante à faire. Par contre, la détresse psychologique et le bien-être psychologique, ça se ressemble dans la mesure où c'est des construits qui sont multidimensionnels. Donc, quand on pense au bien-être, on peut penser à la satisfaction de vie, on peut penser au fait d'être optimiste. Est-ce que vous avez un sens de direction dans votre vie? C'est quoi la qualité de la relation avec vos proches? Il y a différentes dimensions, il y en a plusieurs qui ont été nommées aujourd'hui déjà. Comment ces différentes dimensions-là du bien-être psychologique peuvent avoir un impact sur la santé? Donc, je vous ai expliqué il y a quelques instants que le stress ou la détresse psychologique vient jouer sur la condition physique, particulièrement les maladies cardiovasculaires, par le biais des mécanismes qui sont comportementaux et biologiques. Les chercheurs émettent comme hypothèse que le bien-être psychologique va jouer un effet tampon ou va venir neutraliser l'effet du stress sur la santé physique. Pour vous donner un exemple concret, moi, je suis une personne qui, en général, a un sens de direction assez fort dans sa vie. Je suis assez passionnée. Je pense que j'ai un bon bien-être psychologique. Mais quand je parle à 150 personnes qui sont intéressées par le bien-être psychologique, ça se peut que j'ai un niveau de stress un petit peu plus élevé. Mais dans ce contexte-là, mon bien-être psychologique va venir avoir un effet tampon ou buffer sur ce que le stress peut faire à ma biologie. Vous comprenez qu'au long cours, quand ça se répète, votre niveau de bien-être peut avoir plus ou moins de l'impact sur votre fonctionnement physique.
Une autre façon qu'on pense que le stress va venir, pas le stress, le bien-être psychologique va venir jouer sur la santé physique, c'est que non seulement ça va diminuer le risque de comportements néfastes, ça viendrait aussi augmenter les bons comportements de santé. Donc, les gens qui ont plus de bien-être psychologique ont moins tendance à fumer, mais ont aussi peut-être plus tendance à s'engager dans de l'activité physique, à avoir une alimentation plus saine. Puis, il y a même des études aussi qui vont venir démontrer que ces personnes-là vont avoir des niveaux plus hauts d'antioxydants, par exemple, ou des mécanismes qui sont plus biologiques. Comment on évalue le rôle du fonctionnement psychologique dans le risque de maladie physique? Là, ça va être un petit peu de méthode, mais c'est pour que vous compreniez bien les études que je vais vous présenter par la suite. Donc, la façon idéale de vérifier si le fonctionnement psychologique a un rôle causal dans le développement des maladies physiques, ça serait de recruter des participants et de faire une étude randomisée contrôlée. Donc, on séparerait notre groupe, on prendrait des gens, puis on leur ferait vivre du stress pendant quelques années, puis là, on les suivrait dans le temps, puis on verrait s'ils développeraient une maladie ou non. Voyez-vous un problème avec ça? Les comités d'éthique ont probablement le même genre de réaction que vous, ne sont pas très friands à cette idée-là. Donc, on ne peut pas faire ça malheureusement, ou heureusement en fait, pour les participants, et comparer avec les groupes contrôle pour voir s'il y a un risque plus élevé. Donc, on va se rabattre sur d'autres devis de recherche qui ne sont pas aussi, je dirais, forts pour nous aider à conclure à une relation causale, mais qui nous aident à émettre l'hypothèse que si une association, il y a sûrement une cause à effet qui est en train de se passer. Donc, on va étudier un devis qui est dit prospectif et longitudinal. Dans ce contexte-là, on va suivre des gens pendant plusieurs années, puis à chaque temps de mesure qu'on va prendre, on va collecter de l'information sur ce qui se passe à peu près à ce moment-là. Donc, on va essayer d'éviter des évaluations qui sont rétrospectives dans le temps. Vous vous imaginez que si on demande quel était votre niveau d'anxiété il y a 10, 15 ans, peut-être des petits problèmes de mémoire ou des petits billets de mémoire qui peuvent arriver. Donc, on évalue plus ce qui se passe dans le temps, puis on suit les gens à plusieurs reprises. En général, on va évaluer le fonctionnement psychologique ou la détresse psychologique en début d'étude chez des participants qui n'ont pas la maladie qui nous intéresse pour une étude spécifique. Puis après ça, on les suit dans le temps où on collecte de l'information sur l'incidence de maladies physiques ou sur la mortalité. Dans le meilleur des mondes, on va prendre des dossiers médicaux parce qu'on veut vraiment avoir des mesures qui sont objectives et qui sont valides, donc qui sont données par des médecins. Puis, on va procéder à un ajustement statistique pour différentes covariables potentielles qu'on appelle. Ici, ce qu'on veut s'assurer, c'est que, dans le fond, il n'y a pas une autre variable ou un autre phénomène qui pourrait expliquer n'importe quelle association qu'on trouve dans notre étude. Donc, on va contrôler statistiquement pour des informations qui sont sociodémographiques, l'âge, le niveau d'éducation des participants. On va aussi contrôler pour les comportements de santé. Donc, on en a parlé tantôt, le tabagisme, l'éducation physique. Ça peut venir jouer non seulement sur le fonctionnement psychologique, mais aussi, vous vous en doutez, sur le risque de maladie physique. Et finalement, on va ajuster pour l'état de santé des participants. Donc, s'ils prennent la médication, quel est leur indice de masse corporelle, etc. D'un coup, qu'on a réuni toutes ces belles caractéristiques-là de notre étude, si on trouve une association avec le fonctionnement psychologique au baseline, comme on dit, ou quand l'étude commence, puis le développement de maladies au fil du temps ou une mortalité qui est précoce, on peut être un petit peu plus confiant que c'est probablement une relation de cause à effet. Donc, une des premières études que mes collègues et moi, on s'est intéressés à regarder, c'est le développement d'hypertension et de diabète avec le fonctionnement psychologique positif. On a utilisé les données de la cohorte Whitehall, qui est une cohorte européenne, donc possiblement les collègues européens connaissent déjà cette cohorte-là. C'est plusieurs participants qu'on a suivis pendant des années. Puis, quand on a commencé l'étude, on avait près de 8 000 adultes qui n'avaient pas d'hypertension ou de diabète au commencement. Dans cette cohorte-là, on a accès à 3 indicateurs de bien-être psychologique. Le premier, c'est l'optimisme. Donc, dans cette cohorte-ci, c'est étudié avec juste un item. On va demander aux participants, pour les 5 à 10 prochaines années, je m'attends à avoir plus d'expériences positives que négatives. Donc, les gens doivent répondre jusqu'à quel point ils sont en accord avec cet item-là. On a aussi un indicateur de vitalité émotionnelle qui, en fait, est capturé par 5 items. Donc, on va demander aux gens jusqu'à quel point ils se considèrent comme des personnes vivantes, énergiques et heureuses, avec un but dans la vie et une stabilité émotionnelle. Donc, tantôt, on parlait de régulation émotionnelle. C'est un peu dans ce sens-là. Et finalement, on a un indicateur de satisfaction de vie qui est caractérisé par 7 différents domaines. Donc, les participants doivent indiquer jusqu'à quel point ils sont satisfaits au niveau conjugal, personnel, de travail, etc.
Puis, dans nos analyses statistiques, on a contrôlé pour différentes covariables, comme je vous expliquais tantôt, donc les informations sociodémographiques, les comportements de santé, puis l'état de santé des participants. Une autre chose qui est vraiment importante à faire dans ce type d'études-là sur le bien-être psychologique, c'est qu'on veut contrôler statistiquement pour la détresse. La raison pourquoi on fait ça, c'est que si on trouve une association entre le fonctionnement psychologique positif et la santé physique, on veut s'assurer que ce n'est pas juste une absence de détresse psychologique qu'on est en train de capturer. Donc, on veut s'assurer que l'association est significative au-delà et de façon indépendante de tout symptôme anxieux ou dépressif qui pourrait exister. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? On a trouvé d'abord que, comparativement aux gens qui avaient une faible satisfaction de vie, ceux qui avaient un niveau plus élevé de satisfaction de vie avaient 17 % moins de risque de développer le diabète au cours de l'étude. Comparativement à ceux qui avaient une faible vitalité émotionnelle, ceux qui en avaient une plus élevée avaient 4 % de moins de risque de développer l'hypertension, puis 15 % moins de risque de développer le diabète. Par contre, on n'a pas trouvé d'association avec l'optimisme. Puis sur le coup, mes collègues et moi, on s'est dit, bien, possiblement que l'optimisme, c'est juste un construit différent du bien-être psychologique qui n'est pas associé à la santé physique. Ça se pourrait. Par contre, quand on retournait dans la littérature, c'était associé à plein d'autres maladies cardiovasculaires. Donc, on se disait, possiblement que ce n'est pas la bonne explication. On s'est arrêté après au fait que notre mesure d'optimisme, c'est seulement un item. Donc, peut-être que ça ne mesure pas l'optimisme de façon assez complexe pour capturer ce phénomène-là. Donc, on a gardé ça en tête pour nos études subséquentes. Plus dernièrement, je me suis intéressée à savoir, possiblement en lien avec mes études doctorales, jusqu'à quel point le bien-être psychologique s'est associé au risque de développer le cancer dans le temps. De façon surprenante, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont arrêtées à cette question-là. Donc, j'utilise des données de la Nurses Health Study Cohort, qui est une cohorte américaine. Donc, on a des larges échantillons de 70 000 femmes qui complètent des questionnaires depuis, en fait, ils sont plus que ça même, mais pour cette étude-ci, ils sont 70 000, qui n'ont pas de cancer au début de l'étude, complètent des questionnaires sur différentes variables, incluant le bien-être psychologique, et on les suit de 6 à 20 ans. Dans cette cohorte-ci, on a 2 indicateurs de bien-être psychologique. On en a un de l'optimisme. Contrairement à l'autre cohorte, là, on a une vraie échelle qui a été validée. Donc, c'est intéressant pour nous de faire un peu une comparaison, même si, évidemment, c'est 2 cohortes différentes avec des participants différents. Donc, ici, on a le Life Orientation Test que probablement plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Donc, ça mesure l'optimisme avec 6 items qui demandent essentiellement jusqu'à quel point vous avez l'impression qu'il va y avoir plus de bonnes que de mauvaises choses qui va arriver dans votre avenir. On a aussi un indicateur de bonheur ou de happiness qui vient demander jusqu'à quel point vous avez été une personne heureuse au cours du dernier mois. Puis, on a ajusté pour les covariables habituelles dans nos modèles statistiques. Selon vous, est-ce que le fait d'être heureux, de s'attendre au mieux dans notre avenir, ça protège contre le cancer? De façon générale, dans cette cohorte-là, non. Donc, comparativement aux femmes qui rapportent un faible niveau de bonheur ou d'optimisme, celles qui rapportent un niveau modéré ou élevé n'avaient pas un risque moins élevé de développer le cancer au fil de l'étude. On aurait pu s'arrêter là, mais on s'est dit, ouais, le cancer, il y a plusieurs types de cancers, ils ont chacun leurs facteurs de risque qui sont parfois communs, parfois différents. Regardons selon les types de cancers, qu'est-ce qui arrive. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'association pour cancer du sein, colorectal, gynécologique, mais pour le cancer du poumon, il y en avait. Donc, comparativement aux femmes qui avaient un faible niveau de bien-être, celles qui avaient un niveau modéré ou élevé avaient un risque plus faible de développer le cancer au cours de l'étude. De façon intéressante, quand on inclut nos covariables dans nos modèles, au moment où on inclut les comportements de santé, la grandeur de l'association ou l'effet change de façon substantielle. Donc, ça nous indique que possiblement les comportements de santé sont des médiateurs de l'association. On peut penser que les femmes qui ont un niveau modéré ou élevé de bonheur ou d'optimisme sont des personnes non fumeuses et par conséquent, leur risque de développer le cancer est moins élevé que celles qui ne sont pas des personnes optimistes au début de l'étude. Donc, on est en train de faire des analyses un peu plus poussées pour regarder ça. On a vu que les comportements de santé, c'est important. C'est important pour plusieurs types de cancers. C'est important pour la vaste majorité des maladies cardiovasculaires. Donc, on est en train de faire une étude en parallèle qui se plonge un petit peu plus sur cette question-là. Puis, en fait, on s'est intéressé à regarder le mode de vie plutôt que des habitudes de cancer séparément. La raison pour laquelle on a décidé de faire ça, c'est qu'il y a quelques études déjà qui sont disponibles dans la littérature qui indiquent que les gens qui ont un bien-être psychologique plus élevé ont des meilleures habitudes de santé.
Donc, meilleure alimentation, font plus d'activité physique. Mais il n'y a pas d'études jusqu'à maintenant qui s'est intéressée à regarder jusqu'à quel point le bien-être psychologique s'est associé au mode de vie de façon plus globale ou au lifestyle, qu'on pourrait appeler. Puis en fait, ça, c'est vraiment important parce qu'on sait que les comportements de santé sont fortement corrélés entre eux. Puis comme ils sont fortement corrélés, quand ils ont un impact sur la santé physique, c'est un impact qui est multiplicatif. Donc, les regarder de façon individuelle, c'est informatif, mais ce n'est pas ce qui est le plus efficace si on veut penser en termes de prévention ou, pour reprendre un terme que j'ai aimé, promotion. Je ne sais pas où est Véronique dans la salle. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, on a pris la même cohorte, des larges échantillons encore une fois. On suit les femmes pendant plusieurs années. Les mêmes indicateurs de santé aussi. Être optimiste et être heureux, c'est effectivement associé à un mode de vie qui est plus sain, ce qui est sans grande surprise. Ce qui est intéressant, par contre, c'est ma petite nuance où je dis « peu importe le niveau ». Ce qu'on a fait, c'est qu'avec nos indicateurs de santé, on les a regardés de deux façons. D'une façon continue. Donc là, on veut regarder, est-ce que progressivement, quand on monte dans notre score d'optimisme, est-ce que ça fait une différence dans le lifestyle ou si ça prend juste un niveau vraiment élevé pour que là, on voit des impacts significatifs? Vous pouvez voir que les deux associations sont significatives. Donc, peu importe que le score soit continu, qui est une augmentation graduelle de l'optimisme, ou un score binaire, où là, on compare les femmes qui ont un score élevé avec celles qui ont un score modéré ou faible, il y avait de 18 à 33 % plus de chances d'avoir un mode de vie sain plus tard dans l'étude. Même chose avec le bonheur. Donc, peu importe le niveau que le niveau de bonheur augmentait, ou le degré avec lequel le bonheur augmentait, on avait de 14 % à 29 % plus de chances de rapporter un mode de vie sain plus tard dans l'étude. Ce qui est fascinant avec ces analyses-là, je trouve, c'est que les femmes ont complété les informations sur le bien-être psychologique au début de l'étude. On les a suivies jusqu'à 18 ans plus tard. Donc, comment vous vous sentez au début en termes d'optimisme puis de bonheur, ça se peut que ça ait un impact sur votre style de vie jusqu'à 18 ans plus tard, ce qui est quand même long quand on y pense. Puis que cette association-là est indépendante de la détresse psychologique également. Donc, un bref résumé des connaissances empiriques, c'est basé sur les recherches qu'on est en train de mener au centre, puis évidemment, c'est très corrélé avec ce qui est disponible dans la littérature aussi. Donc, un niveau plus élevé de bien-être psychologique, c'est relié à un risque plus faible de développer des maladies chroniques dans le temps. Les associations sont particulièrement constantes avec les maladies cardiovasculaires, puis la mortalité qui est associée aux maladies cardiovasculaires également. On constate aussi qu'un niveau plus élevé de bien-être psychologique, c'est très important dans des facteurs ou des mécanismes qui contribuent au maintien ou au déclin de la santé physique, donc si on pense au comportement de santé. Puis, on constate aussi dans nos recherches qu'il y a différentes dimensions du bien-être psychologique qui sont associées à différents impacts. Donc, par exemple, on peut penser qu'il y a des forces d'association qui varient dépendamment quel indicateur de bien-être on utilise. Puis là, les questions qui demeurent, puis sur lesquelles on travaille, mes collègues et moi, c'est à savoir, est-ce que ça varie selon le questionnaire qu'on utilise? Est-ce que ça varie selon le nombre d'items? Vous avez vu dans la première étude, un item, il n'y avait pas d'association, mais avec l'accord des femmes, le bonheur avait un item, puis on trouvait des associations quand même. Est-ce que c'est lié aussi à la nature de la dimension? Quand vous pensez à l'optimisme, c'est quelque chose qui est un petit peu plus stable dans le temps, c'est comme un trait de personnalité. Si on pense au bonheur, aujourd'hui, tout le monde a pas mal un niveau de bonheur assez élevé, je pense, mais si vous avez mal dormi la veille ou si vous avez ouvert la télévision et écouté les nouvelles, ça se peut que votre niveau de happiness de cette journée-là soit plus faible. Donc, ça change un petit peu plus dans le temps. Est-ce que ces caractéristiques-là qui peuvent être stables versus moins stables, ça joue différemment sur la santé physique? C'est possible. Puis, en ce sens-là, on a créé tout dernièrement un répertoire de tous les questionnaires qui avaient été utilisés pour étudier le well-being ou la santé psychologique en relation avec la santé physique. C'est disponible à l'adresse suivante, donc ça va être disponible dans les acétates. Je vous invite à aller le parcourir, merci, pour voir, évidemment, c'est tous des questionnaires qui sont en anglais, mais je crois qu'il y en a plusieurs qui ont une traduction francophone. Puis là, les collègues et moi, on cherche à mieux comprendre c'est quelle dimension, est-ce qu'on aura un meilleur indicateur de santé psychologique pour déterminer la santé physique, pour promouvoir la santé physique et la maintenir dans le temps. Puis le but, c'est évidemment de contribuer à des efforts de prévention puis d'être aidant dans les programmes de santé publique. Et en conclusion,
Il y a plusieurs avenues de recherche qui sont intéressantes. La psychopositive, c'est un domaine qui est vraiment jeune. Donc, imaginez la psychopositive en lien avec la santé physique, je pense que c'est encore plus jeune. Il y a plusieurs questions de recherche qu'on va pouvoir explorer, entre autres les autres dimensions, à quel point ils s'associent avec la santé physique. Vérifier si ces résultats-là sont réplicables dans d'autres échantillons. On parle beaucoup des femmes d'un certain âge. Qu'est-ce qui arrive si on regarde dans un échantillon d'hommes? Ou si on pense au côté culturel, est-ce que notre définition du bien-être ou de la satisfaction de vie est la même que quelqu'un qui est né en Inde et qui habite encore là? Est-ce que ça a le même impact sur la santé physique? Peut-être pas. Et finalement, en termes de portée clinique, parce que le domaine est encore assez jeune, je pense qu'il y a beaucoup de travail rigoureux qui doit être fait sur le plan scientifique avant qu'on fasse des recommandations cliniques plus précises. Comme avec l'exemple que je donnais au début, on pourrait, dans un premier temps, faire des études qui sont randomisées, contrôlées, où on essaie d'augmenter le bien-être psychologique et on suit les gens pendant un long temps et on voit si ça les aide à maintenir la santé physique dans le temps. Puis dans l'intervalle, je pense qu'en tant que thérapeute, il y a beaucoup de thérapeutes dans la salle, si on peut aider les clients à développer et à entretenir leur bien-être psychologique de façon réaliste, je pense que c'est ça qui est vraiment l'idéal. Parce que si on tombe dans l'irréalisme, on ne veut pas que les gens commencent à se dire je ne sais pas moi, si je suis heureux à tous les jours, je vais vivre une vraiment longue vie. On n'a malheureusement pas de garantie que ça va être ça. On ne veut pas tomber non plus dans la culpabilisation face à leur santé. Donc, si des gens développent des maladies chroniques, on ne veut pas que leur réflexion, ça soit « si j'avais été plus optimiste, ça ne me serait pas arrivé ». On ne veut pas passer vraiment ce message-là. Puis je pense que tout le monde, vous le savez, les maladies chroniques, c'est des phénomènes qui sont très complexes, qui sont multifactoriels. Il y a la génétique qui rentre en ligne de compte. Donc, même si on trouve des associations avec le bien-être psychologique, je suis une ardente de défendre que c'est un facteur sur lequel on a du contrôle. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent dans l'équation. Puis, indépendamment de son lien avec la santé physique, cultiver le bien-être psychologique, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est primordial et un bel objectif en soi.